Vous avez certainement lu ces livres, ou soit sont intitulés dans plusieurs groupes WhatsApp. C'est les livres du moment, c'est les livres qui fait parler de lui et nous avons l'honneur et le privilège d'en parler justement dans cette émission. Le bruit du silence avec, à la page de couverture, justement la photo du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Son auteur est avec nous sur ces plateaux, Amani Djouma Jacques. Merci d'être de notre à ce jour. Merci beaucoup, M. Marquis. C'est le plaisir de vous trouver aussi. Merci beaucoup. Vous êtes entrepreneur dynamique certifié par la Banque mondiale. Vous êtes aussi technicien supérieur en eau et assainissement. Surtout, vous êtes directeur exécutif de Jackwell Consulting Company. Mais vous nous proposez une littérature cette fois-là. Et c'est les livres Les bruits du silence qui fait mention à la gestion de la République démocratique du Congo par Joseph Kabila Kabange. Vous avez fait d'ailleurs un rapport avec l'héritage des Patrice Emery Lumumba. C'est quoi justement les rapports que vous établissez en ce jour entre d'une part la gestion de la République par Joseph Kabila Kabange et l'héritage de Patrice Emery Lumumba? Merci beaucoup, M. Marquis. Ouais, vous savez, toute œuvre scientifique doit avoir son parrain. Et je me suis initié à faire quelque chose parce que souvent nous sommes techniciens, nous sommes ingénieurs. On n'est plus loin vraiment de la littérature. Mais comme nous subissons l'histoire, la RDC nous appartient. Tout ce qui se passe, c'est nous qui subissons. Ce n'est pas même les écrivains étrangers, européens, qui écrivent l'histoire sans la subir. En fait, j'ai décidé quand même d'essayer. C'est un essai, hein? Je l'ai bien mentionné dans mon livre. C'est un essai. Et c'est pourquoi je demande tolérance aux grands écrivains, aux grands lecteurs aussi. Un peu de tolérance, c'est parce que c'est vraiment un essai. Oui, quand je parle de... Quand on compare Lumumba et Félix, je m'excuse, quand on compare Lumumba et Joseph Kabila, ça paraît un peu contradictoire, difficile à comprendre, mais ce n'est pas du tout difficile à comprendre. Quand on parle de la philosophie lumumbiste, c'est une idéologie. Je ne parle pas de Lumumba, l'homme physiquement. Son idéologie, tout celui qui passe à partir de ses effets, on voit ces messieurs suivent les traces de tels, bien qu'il ne veut pas mentionné. C'est ça l'erreur que je déplore. Quand il suit la philosophie de quelqu'un, il faut vraiment la promouvoir et prouver aux gens que moi, ce que j'ai fait, ça c'est le lumumbisme. En fait, de donner à tout le monde l'idée ou l'envie vraiment de suivre cette idéologie. Et ce que j'ai trouvé de lumumbisme dans Kabila, dans Joseph Kabila, c'est la philosophie de chercher la liberté totale de la RDC vis-à-vis de nos partenaires occidentaux depuis l'indépendance. On ne connaissait jamais un autre partenaire de la RDC à part les pays occidentaux, donc la Belgique et la France, et voilà les pays qui se sont beaucoup rapprochés de la RDC. Mais dès le début seulement de son pouvoir, après beaucoup d'analyses, moi j'ai compris qu'il a déjà abandonné l'Occident. On reste des amis, pays égal, on peut coopérer ou pas. Dans beaucoup de ces interviews, j'ai vu la dernière interview à Kikwit en 2006, devant les journalistes de Figaro. On a posé à Raïs la question de savoir comment organiser les élections 2006 si vous venez de la guerre. Vous comptez beaucoup sur les appuis internationaux, voilà, tout cela. Dit non, non. Si les élections, on peut avoir besoin vraiment d'un appui international, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, on a tous les moyens pour aller de l'avant. On peut souhaiter d'autres appuis, mais pas financiers. Voilà, j'ai compris déjà depuis 2006, les idées de ces jeunes, c'est vraiment se détacher automatiquement, se doter d'une indépendance économique autonome. Merci beaucoup. Alors, pendant ces temps, vous faites mention à Joseph Kabila comme quelqu'un qui a suivi donc pendant son règne l'héritage de Lumumba, mais l'héritage de Lumumba qui pourrait aussi présenter de force quand même. Et ce sont ces forces qui ont été reprises d'une manière ou d'une autre par Joseph Kabila Kabange. Quelles sont à la fois, selon vous, les forces de la gestion de Kabila pendant, pendant 18 ans donc, et aussi les forces de l'héritage de Lumumba? Ah oui, merci beaucoup pour la question, M. Marquis. Quand on parle de la force sur cet héritage, l'héritage c'est la philosophie d'autonomisation, de l'indépendance totale, économique, politique, sociale. Et
par rapport à l'héritage, c'est quoi? Ou les points forts, il a commencé quand même, il a osé. C'est séparé du monde occidental. Oui, oui, ça c'est vraiment osé, parce que l'héritage de Lumumba, c'est quelque chose que nous tous nous sommes appelés de suivre. D'ailleurs, pour moi, je pense qu'on essaie un peu de nationaliser cette idéologie, ou bien pas même nationaliser, mais constitutionnaliser. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais il doit y avoir quelque chose, à part la journée que nous fêtons, férié, payé, Lumumba, martyr et consort, les héros nationaux. Au-delà de cela, il faut qu'il y ait quelque chose un peu constitutionnel sur le plan idéologique. Or, même les monuments, on peut construire des mausolées, des monuments, mais quelque chose, il faut que vraiment les constitutionnalistes raisonnent encore un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour matérialiser cette idéologie, que ça soit incarné dans toute la jeunesse congolaise, tout le peuple congolais, que ça soit vraiment une valeur ajoutée. Tu viens avec ta politique, on sait très bien, tu es des regroupements tels, des partis politiques tels, mais notre unité principale, c'est cette indépendance totale. Pour voir si prochainement on peut laisser les enfants. Si j'ai dit la force de Joseph, il a quand même commencé. Et il fallait continuer, peut-être avec les autres. Et voilà, on peut continuer à se doter de cette indépendance totale. Donc la force de la gestion des Kabila et la force de l'héritage de Lumumba se résument à la séparation avec le monde occidental. C'est détaché, j'appelle ça c'est détaché parce que vraiment on était trop collés. Et de façon que même quand le chef de l'État est malade, il faut penser à aller les faire soigner. Un avion médicalisé qui va quitter la Belgique et la France. Mais avec Kabila, je n'ai jamais entendu, même une seule fois qu'il était allé se faire soigner. Même dans son accident le plus récent, il était parti en Afrique du Sud. Tu vois, c'est toujours dans le cas de consolider cet acquis de l'indépendance totale de Lumumba. Lumumba, même si vous ne parlez pas de lui en tant que personne, vous dites que vous parlez de lui en tant que l'idéologie. C'est une idéologie qui a aussi des faiblesses quand même. Est-ce que vous avez pu répertorier dans ces livres les faiblesses de l'héritage de Lumumba qui pourraient corroborer avec les faiblesses de la gestion de Kabila pendant 18 ans? Ah oui, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de faiblesses dans toute œuvre humaine. Ça, c'est vraiment naturel. Et si on commence par l'auteur lui-même de l'idéologie de cette indépendance totale, et il avait ça dans la tête, mais il n'a pas eu l'état d'incarner cette idéologie dans les peuples. Alors que le soutien d'une idéologie, c'est le peuple, ce n'est pas l'auteur. Il faut que les peuples soient derrière toi. Et on a vu que c'est le même problème qu'a eu Laurent Désiré. Il est venu et il a donné confiance à nous tous, mais la plupart de nous, on n'était pas derrière lui, déchirés par les régionalismes, les tribalismes. Et même s'il parle quelque chose de bien, mais vraiment, on n'adhère pas automatiquement parce qu'il y a beaucoup de déficits naturels que j'appelle. Alors, comme faiblesse, Kabila n'a pas voulu partager cette philosophie de Lumumba comme idéologie. Il a utilisé comme sa stratégie à lui seul. Et il fallait vraiment beaucoup d'analyse pour comprendre que le monsieur emboîtait les pas de Lumumba. Alors que selon moi, il faut prouver que cette philosophie, cette stratégie que j'utilise, moi je le prends à partir de notre héros national. Parce qu'on doit travailler jour et nuit pour la liberté totale ou l'indépendance totale. Voilà, c'est comme ça que je l'ai... Autrement dit, vous êtes aussi parmi ceux qui se sentent un peu mal par rapport au silence de Kabila. D'ailleurs, c'est le titre des livres, Le bruit du silence. Ah oui, oui, parce que vraiment, ça aussi, ça fait partie des faiblesses. Le silence, c'est vraiment un outil, une stratégie, comme les Chinois, Sun Tzu l'a écrit, sur le plan de la guerre. Il faut mieux connaître l'ennemi et éviter que l'ennemi te connaisse encore plus. S'il ne te connaît pas, il est difficile de savoir tes initiatives, ce que tu penses. Voilà. Mais ça aussi, ça a des conséquences. La population congolaise, c'est une population trop active, qui a beaucoup d'informations, d'échos. Et c'est pourquoi tu vas voir chez nous, les histoires des églises, ça prend vraiment une ampleur un peu différente, même dans d'autres pays. Aller en Zambie, même les dimanches, il n'y a pas trop de bruit, les gens sont calmes. Mais chez nous, nous sommes vraiment avec un sacre très chaud. Et si tu viens avec la politique de beaucoup de silence, tu risques de perdre même ta population. Et c'est ce que je n'ai pas vraiment aimé
dans son silence, il fallait chercher un autre outil ou un moyen qui devrait lui rapprocher plus de la population. C'était lesquels? C'est bon, peut-être ses proches qui n'ont pas aussi joué bien leur rôle. Ça aussi, je condamne. Les proches de Raïs pouvait avoir sa façon d'être, son comportement, sa manière, tout. Mais ses proches devraient nous montrer les non-dits de la politique. Parce qu'il y a les choses que le chef de l'État ne peut pas parler. Mais tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Il sait que ça, vraiment, le chef de l'État ne peut pas dire. Mais son entourage devrait quand même glisser des mots pour nous prouver que Raïs, malgré son silence, son calme, sa passion, c'est vous, la population. Alors, vous faites une mention particulière aux élections de 2018 qui ont justement conduit à la pacification, à la passation plutôt pacifique du pouvoir, à l'alternance. Pour vous, quels sont les défis de cette élection de 2018? Là, c'est compliqué. Les défis des élections de 2018. 2018, ce n'est pas seulement... On ne peut pas seulement regarder les élections. Il y avait beaucoup d'attentes en 2018. Je me souviens, Moïse Mbie, qu'est-ce qu'il avait dit? J'aimerais dans ma vie, à mon âge, voir un jour un président congolais laisser le pouvoir à un autre. Cela me restera vraiment incarné. Mais je regrette parce que dès lors, il n'a jamais parlé. Je voulais qu'il parle aussi, que vraiment, il était content de voir cette passation. Et peut-être autre chose, nous vivons autre chose, on ne vit plus la passation. Je me souviens aussi, le chef de l'État lui-même avait dit devant Christian Lusakweno de Top Congo FM que ce qu'il regrette seulement, c'est la séparation FCC-Cash. Moi, ça m'amène aux attentes que tout le monde avait sur cette passation. Qu'est-ce que Lambert Mende avait dit, lui? C'était vraiment, après prestation de serment des chefs de l'État, on lui demande qu'est-ce que tu vois, la suite après Kabila, les nouveaux régimes, qu'est-ce que vraiment tu attends? Il a dit clairement qu'il attendait la continuité pour dire la conservation des acquis. Alors, ce qu'on peut analyser, est-ce que ces acquis-là démocratiques sont en continuité? Je ne pense pas, hein. Je suis congolais, nous sommes tous congolais, nous vivons l'histoire. Ce n'est pas que nous sommes à la diaspora, nous sommes tous au Congo. Il n'y a pas quelque chose comme acquis des régimes passés pour le régime actuel qui est vraiment continu. Ça, c'est un regret pour tout Congolais. Moi, encore plus parce que j'ai pris le temps. C'est depuis février que j'ai commencé à analyser cet aspect politique récent de la RDC. Et j'ai trouvé que la passation n'a pas tapé aux attentes de ceux qui l'ont initié. Pendant ces temps, il y a eu quand même cette passation dont nous allons en revenir. Et puis après, vous dites que Joseph Kabila a fait de tout son mieux pour que le pays soit débarrassé selon l'héritage de Lumumba du monde occidental, puisque vous en faites une mention particulière et puisque vous aviez mis tout votre accent pour réfléchir sur cela. Expliquez-nous un peu de la manière dont vous étiez en train de réfléchir en rédigeant ces livres. Comment est-ce que Joseph Kabila est parvenu justement à faire basculer le pays de l'Orient vers l'Occident et tout cela dans le silence total? Ah oui, ça c'est les challenges que j'appelle les challenges européens. Tu vois, les Européens, quand ils ont cherché la tête de Mobutu, ils ont oublié un aspect. La chute de Mobutu, c'était l'ouverture de la Russie et d'autres puissances pour l'Afrique subsaharienne. Mais elles pensaient seulement que non, on va changer les pouvoirs. Rwanda, Burundi, Congo, on aura de nouveaux partenaires qui nous écoutent plus. Mobutu ne nous écoute plus. Et Habyarimana du Rwanda ne nous écoute plus. Voilà. Et là, on va changer le cap et je pense qu'on va mieux coopérer. Mais ce n'était pas vraiment... Ça n'a pas aussi tapé selon les attentes européennes si tu fais bien l'analyse. Si tu vois bien, c'est après Mobutu que Kabila avait amorcé pour la première fois sa visite en Chine. Il est venu avec les Rwandais, ils étaient appuyés par l'Angleterre, les États-Unis, ça tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Mais lui, après avoir s'est séparé avec, soi-disant, les belligérants de l'AFDEL, le Rwanda, son partenaire privilégié, il a changé le cap pour
la Chine, la Russie. On sait tous les conséquences. Et après une année seulement, il était tué. On a Joseph sur la tête de la RDC. Les amis européens gardent toujours leur objectif. On a changé le pouvoir là-bas pour gagner encore plus. Mais le monsieur, le jeune président, il dit quoi? Bon, ils ont éliminé Laura. Parce que lui, il parlait. Il s'est détaché officiellement. Mais moi, je peux me détacher par les stratégies, par les œuvres. Et voilà. Et on a vu juste 2006, il est président élu démocratiquement. 2007, le 18 septembre, premier contrat chinois avec la RDC, direct. J'ai oublié, c'est plus de 18 milliards de dollars. Pour la construction de plus de 3500 routes et consorts, des certes agricoles, des écoles, des hôpitaux. Et jusqu'à aujourd'hui, les Européens appellent ces contrats les contrats rouges, parce que ça perturbait vraiment l'intelligence des Européens. Ils ont dit qu'on n'a rien fait. Il fallait rester même avec Mobutu, parce que les gens qu'on a amenés, tous ne veulent plus de nous. Et c'est pourquoi nous sommes condamnés de vivre en guerre toujours et toujours. Là aussi, il faut que vraiment les politiques puissent raisonner comment on va s'en sortir. Si c'est changer la stratégie, mais pas encore remettre les pays dans le main des Occidentaux. C'est depuis plus de 100 ans, ils sont au Congo, et c'est eux qui tuent les héros, c'est eux qui limitent et tout. On nous a appris qu'à l'époque, les gens n'avaient pas le droit de faire l'humanité. Tu fais seulement premier cycle d'orientation, on t'oriente sur une activité, tu n'as pas le droit. Et tu vas voir au Congo, les premiers universitaires n'ont pas 100 ans. Ils ont commencé à faire les études juste après, presque vers la fin de la colonisation. Et tout à l'heure, vous parliez justement des défis des élections de 2018. Quelques années après cette passation pacifique du pouvoir, il y a eu cette séparation entre les FCC et le CACH. Vous en faites une mention aussi particulière dans cette recherche, et vous a donné quel point de vue? Tu dis si la séparation FCC-CACH, ça c'est les défis. Quand tu parles de la séparation FCC-CACH, c'est vraiment les plus grands défis de la politique récente de la RDC. On avait des attentes, comme tu m'as posé la question l'autre fois. La passation du pouvoir, pourquoi? C'est un désespoir, quelque chose comme ça. Les gens espéraient qu'avec la passation, c'est vraiment la nouvelle ère démocratique de la RDC. Et comme il y a un changement de chef de l'État, de l'opposition, de la majorité à l'opposition, ça va continuer vice-versa. Mais quand, après la passation, il y a eu l'unité entre FCC et CACH, tous les visionnaires, ils ont pensé que ça, c'est la fin de la guerre en RDC. C'est maintenant le temps de développement. On veut aller de l'avant. Parce que si la grande frange de l'opposition et la majorité, l'ex-majorité présidentielle s'initie, qui va s'opposer? Personne. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes divisés suite aux oppositions. Tu peux proposer même une bonne chose, mais l'autre refuse parce que s'il acceptait, s'il adhérait à l'idéologie, devant son public, et c'est dit comme si lui ne fait rien. Il faut toujours, on a la politique là de s'opposer à tout. Alors, si on allait avoir FCC et CACH, comme les deux grands regroupements de la RDC, travailler ensemble, on n'aurait pas vraiment beaucoup de problèmes, ça tout le monde le sait. On a la guerre, on a une base de données, parce qu'on a la guerre depuis 1997. Les kabylistes sont au Sénat, on parle les voir. Mon cher, comment est-ce que vous avez fait avec la situation de Laurent Kundabatouare? Ah, Kundabatouare, c'était seulement la brigade telle. Puis on l'avait écrasé dans peu de temps, voilà. Utiliser ceci, cela. Mais là, on se trouve déjà, on a les pouvoirs, mais on n'a pas les références. Et quand on n'a pas les références, c'est le début des tâtonnements. Parce qu'on va chercher l'idée de M. Jacques Amani, on cherche l'idée de M. Marcus. Et on essaie d'abord pour Jacques, on essaie d'abord pour M. Marcus. Là, on tâtonne. Quand ça ne donne pas, on retourne encore à l'idée de tel. Mais on n'a pas ce courage-là de retourner aux gens qui ont l'expérience palpable de ce pays depuis la période des troubles, la première guerre, la deuxième guerre. Ils étaient écartés et aussi ils se sont fait écarter, ils ont accepté vraiment de quitter et rester trop loin. Aujourd'hui, si on a besoin de demander quelque chose à Raïs, on va passer par où? Il ne veut plus attendre
quelque chose. Il est calme, il utilise toujours son silence. Et là, tout le monde maintenant a besoin de savoir qu'est-ce qu'il pense par rapport à l'état des lieux actuel de la RDC. Certaines personnalités politiques ont déclaré que le mariage FCC cache les bloqués. Et aujourd'hui, il y a eu ces divorces par rapport à ces mariages. Il y a aussi ces divorces par rapport à tous les acquis dont vous parliez des élections de 2018. Est-ce que vous pensez que ce sont des espoirs gâchés? En tout cas, c'est un espoir gâché. Ça n'a pas atteint les objectifs de la passation ni de l'union entre FCC et CACH. Et nos détracteurs sont au moins à 90% sont européens. Ils vivent de l'Afrique. L'Afrique, quand tu parles de l'Afrique, on parle de la RDC. Et s'ils vivaient vraiment tout ce temps de la RDC, et la RDC a pris un élan démocratique jusqu'à la passation des pouvoirs et l'unité de la grande frange de l'opposition et la majorité, on va utiliser qui pour encore déstabiliser la RDC en fait de continuer à exploiter ces pays. Alors, s'ils sont unis, nous sommes foutus. On va travailler sur la division de ces deux regroupements. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Et tout ça, c'est pourquoi les proches du nouveau régime, donc les proches des chefs de l'État, les proches de Raïs, l'ancien chef de l'État, ils ne jouent pas vraiment leur rôle. Les deux gens-là sont entourés des gens, n'est-ce pas? Et c'est les gens-là qui ont la masse. C'est une masse. Cette masse devrait toujours garder la cohabitation de ces deux personnes. Ça devrait vraiment être l'utilité de ces deux regroupements. Maintenant, ce n'est pas ça ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est quoi? Et les gens de AMP faisaient ceci, se donnaient des postes, et ils étaient eux-mêmes. Maintenant, nous, il faut que nous tous aussi qu'on en profite. On a beaucoup de gens qui chôment. On a commencé à écarter un après l'autre. Et on se retrouve avec de nouveaux équipiers qui n'ont pas vraiment la connaissance de la problématique congolaise. Si tout le monde savait, c'est ça le problème, et quand on a un problème, on court chez Kengo. Si ce n'est pas Kengo, on va par exemple Minaku. Non, ça c'est une situation de défense. On doit aller voir tel. Maintenant, tous ces gens-là sont écartés. Et quand il y a un problème, on ne sait pas de quel pied jouer. On est obligé d'essayer, et en essayant, c'est de pertes, des pertes, des pertes. Et la déception, la population ne traîne pas. Hein. Tout le monde on était tous dit, oh, il y a les changements, et voilà. Et on a ingéré comme on veut, comme les Congolais, nous sommes trop courageux aux ingires, pas aux analyses. Mais après un temps seulement, aujourd'hui, tout le monde lui demande, c'est quoi pense-t-il de pouvoir, il n'y a rien du tout, foutaise, rien ne s'est fait. On souffre, on n'a pas à manger, on n'a pas l'électricité, on n'a pas de l'eau, voilà, tout. Merci pour cette belle analyse de votre propre livre. On est en train de finir cette émission en 1 minute. Au moment où vous-même vous êtes au courant que ces livres circulent vraiment et on en parle tellement, tout le monde cherche à savoir qui est d'ailleurs son auteur, qu'est-ce qu'il a inspiré. Moi personnellement, j'ai parcouru au moins 15 bons chapitres et très bons chapitres. Je me dis, qu'est-ce que vous vouliez en écrivant ces livres? Merci beaucoup, M. Marcus. Oui, vraiment, nous sommes ingénieurs. Les gens peuvent se poser des questions. Hein. Lui, il est de la technique et comment aujourd'hui peut se donner le courage de faire toute une longue littérature de 15 chapitres? Non. C'est qui l'auteur, le prix Nobel de la littérature française, Albert Camus? Il dit, le rôle de l'écrivain est trop difficile. Et sa difficulté, c'est quoi? Il faut choisir pour qui parler et adhérer à la souffrance que la personne a. Pas seulement, j'ai vu les gens en train de se faire tuer ou de s'entretuer. J'ai écrit le Rwanda 1994, les gens se sont... Voilà, je suis congolais, je n'ai rien avec l'histoire du Rwanda. Mais si c'est un Rwandais qui écrit qu'en 1994, la politique avait changé chez nous, on s'était entretués comme des animaux, les plus grands génocides. Voilà. La profondeur de cette personne n'est pas égale à un écrivain qui est de l'autre côté, qui voit par les zooms ou à partir d'une vitrine. Mais moi, j'ai subi l'histoire. Étant pas quelqu'un des droits, de la littérature, mais j'ai subi l'histoire.
et je donne aussi assez de temps en ma tête de réfléchir. J'ai 45 ans aujourd'hui. Hein. J'ai 3 enfants. Ces enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Quel espoir aurais-je que mes enfants ou les petits-fils vivront vraiment un Congo meilleur? Non, il n'y a pas. Je ne peux pas aller faire une rébellion. C'est inconstitutionnel. Mais je peux quand même écrire. Quelqu'un qui va tomber sur mon livre, il peut suivre ou pas, mais quand même quelque chose peut lui changer. C'est ça l'espoir, là. Nous tous, on attend au changement. Parfait. Merci beaucoup pour toute cette explication, Amani Djouma Jacques. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes entrepreneur dynamique certifié par la Banque mondiale. Vous êtes directeur exécutif de Jackwell Consulting Company. Vous êtes aussi ingénieur supérieur en eau et assainissement. Merci aussi de nous avoir regardés. Vous pouvez vous procurer ces livres via nos numéros qui sont affichés là et même pour entrer en contact avec l'auteur. Au revoir et merci de suivre cette émission sur Facebook et YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel.